Aujourd'hui, au podcast En terrain inconnu, une invitée que tu connais beaucoup mieux que moi, Valérie Chevalier. Bonjour Valérie. Salut, merci de me recevoir. Ben, merci d'être avec nous. Merci. Valérie, on s'est rencontrés sur le plateau de tournage du film La Petite Reine en 2014. Ouais. On ne s'est pas revus depuis ce temps-là, mais depuis le film, depuis la première fois que je t'ai rencontrée, tu es animatrice, chroniqueuse, bien sûr comédienne, tu es écrivaine, tu as 7 livres maintenant. Ouais, le 8e est sorti juste avant Noël. Prévu, Ouais, ton dernier, exact. exactement. Bon, tu peux toujours courir La théorie du draconto, Les certitudes vagabondes que j'ai adoré. Je viens de le finir, en fait. J'ai Contente. beaucoup aimé là, le. C'est bon, on sait pas vraiment si c'est ta vie, mais tu parles de toi, tu as un petit peu de poésie là-dedans. C'est aussi des carnets un peu avec des dates, tout ça. J'ai trouvé ça superbe. Et dans les dernières années, on t'a vu Salut Bonjour, Code F, La Voix, Cochon dingue, et maintenant, tu as aussi Les Cupidones. Oui! Et ça, comment ça se passe, oui? Je pense que c'est parti d'une envie ludique de présenter des gars célibataires parce que tout le monde disait ça. Oh, les gars célibataires! Je suis comme, moi, vous en trouvez, moi. Puis, ben, ça a commencé comme ça. Puis, les gens ont eu un intérêt pour. Je pense que le dating fait partie des choses qui intéressent, même les gens en couple qui regardent les capsules en se disant ah, ouais, lui est intéressant. Ouais, je pourrais matcher mon ami avec. Fait que ça a fait boule de neige. Il y a eu d'autres capsules ensuite avec des filles. Puis ben là, je prends une petite pause pour l'hiver, mais ça va peut-être revenir éventuellement. C'est parti de rien, en fait. C'est parti juste d'une envie d'avoir du plaisir puis de matcher des gens. Il y en a qui sont matchés. Oui, il y en a qui sont là-dedans. matchés. Ouais. Il y a un couple, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Oh Ils m'ont my envoyé God! une photo, puis je suis comme, oh, je suis contente. J'ai fait œuvre utile. Au moins une personne s'est casée, fait que je suis heureuse. Ouais. Tu as lu la bio, mais on commence quand même avec une question parce que notre thème, c'est En terrain inconnu. Et moi, je t'avoue que je te connaissais pas beaucoup. Parfait. Qu'est-ce qu'on sait pas de toi? Ben mon Dieu, les gens qui me connaissent pas mal tout, je dirais. Les gens qui me connaissent plus, c'est drôle parce que j'ai posé la question à ma sœur. On était en voiture ensemble. J'étais comme, qu'est-ce que les gens savent pas de moi? J'ai l'impression d'être très transparente sur ce que Ouais, je tu l'es. suis. Tu sais, comme dans mes livres, je parle de ma vie sur mes réseaux sociaux. J'ai pas l'impression qu'il y a un grand filtre entre ce que je partage et ce que je partage pas. Ceci dit, j'ai un côté un peu sauvage. Ce que je partage, je le partage très honnêtement, mais ce que je choisis de conserver peut-être pour moi est un peu plus protégé, j'ai l'impression. J'aime être avec le monde, j'aime jaser. Je pense que je suis facile d'accès, je m'entends bien rapidement avec toutes sortes de monde. Je suis généralement bienveillante, fait que pour moi, les rencontres, c'est toujours agréable, mais c'est comme si je viens saturer de vie sociale à un moment. Puis plus je vieillis, plus cette saturation-là vient tôt dans ma journée ou dans ma semaine. J'ai besoin de me retrouver toute seule, j'ai besoin d'aller courir toute seule, j'habite toute seule, j'ai besoin de ma bulle. Je pense que ma bulle est plus grande que d'autres personnes. Puis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que les gens ne savent pas de moi parce que j'ai l'impression que j'ai l'air bien people, puis avec toujours plein de monde. Puis j'aime être entourée de plein d'amis. Ma famille est importante pour moi, mais j'ai besoin de me Ben, replier, là. mais je vais me permettre une question Ouais. parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de nommer. Comment tu assumes ça, cette solitude, ce besoin, parce que c'est souvent jugé. Ouais. Les gens font pas la distinction. Mmh. C'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait un peu graduellement avec le temps. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de manquer quelque chose. Je voulais tout faire, là, tu sais, le fear of missing out, là, je l'avais. Si j'avais 2 invitations à des parties le même soir, je me séparais en 2, je faisais une demi-soirée à une place, demi-soirée à l'autre. Je voulais rien manquer. Puis à un moment donné, j'étais essoufflée de ça. Puis j'avais l'impression de pas avoir de bonne connexion Nulle part. nulle part, Mhm. d'être un peu éparpillée dans toutes sortes Partout, mais d'amitiés. nulle part en même temps. Oui, puis tu sais, de garder les amis du secondaire, puis les amis du cégep, puis les nouveaux amis de l'université, puis les amis des jeux de la com, puis les collègues, les nouveaux collègues. À un moment donné, tu peux pas alimenter toutes ces relations-là avec autant d'intensité et d'énergie. Puis je pense que je valorise beaucoup les connexions humaines fortes. Rapidement, j'ai besoin de sens à mes connexions humaines. Ça m'intéresse assez peu la superficialité le small talk, les rencontres. Tu sais, je suis très capable de le faire, mais c'est pas mon intérêt de rencontrer d'autres humains puis d'être en contact avec eux. C'est de créer des liens solides, des discussions profondes. J'ai vraiment besoin de ça. Donc, avec le temps, je pense que j'ai un peu discarté les amitiés plus, je vais dire, superficielles, mais dans le sens où je vois une cible, là, tu sais, il y a une couple de sphères, là, puis à un moment donné, au-dessus de ces sphères-là, ben
ça s'est un peu perdu pour le mieux parce que j'avais pas le temps de nourrir ces amitiés-là suffisamment ou l'envie peut-être. Mais là, je pense que dans ma vie, à 36 ans, je peux dire que j'ai des bons amis. Puis il y a encore un certain roulement quand on rencontre des collègues, des nouvelles amitiés. Je pense que ça se peut. J'ai une nouvelle amie depuis l'année passée, puis on rit de ça en disant, mon Dieu, ça arrive-tu des nouvelles amies dans la trentaine? Puis oui, tu sais, puis ça peut être des connexions vraiment spéciales, mais pour moi, c'est important de cultiver ce que j'ai plus que d'avoir un grand nombre. Puis par rapport à la question comment j'assume mon côté sauvage, bien, je pense que mes amis, ma famille sont conscients ou conscientes de ce besoin-là. En fait, semaine, j'étais dans un chalet avec ma famille, puis il y a des moments où il faut que je m'en aille dans ma chambre, là, tu sais. Puis ma mère, elle disait, bon, tu t'en vas te coucher, mais je sais que tu vas rester une demi-heure sur ton sel ou à lire, mais oui, j'ai besoin de ça. Je peux pas C'est passer important. de la connexion à arrêter, tu sais. Puis je connecte beaucoup, mais j'ai besoin c'est ça, de temps de pause. Puis c'est ça, je cours toute seule, je pars en voyage souvent en solo. Je connecte beaucoup avec les gens, puis j'ai l'impression même que ça améliore ma connexion avec les gens d'avoir ces moments de solitude-là parce que quand je suis avec des gens puis que c'est T'es choisi, disponible. je suis disponible, j'en ai envie, ça me fait du bien. Mais quand je sais que c'est pas ce dont j'ai besoin, je me permets de l'assumer. Puis je pense que au départ, quand on fait ça, on a peur d'être jugé ou que les gens pensent qu'on les rejette. Mais, tu sais, de vraiment dire, j'ai super envie de te voir en ce moment, je me sens pas, ou tu sais, ce soir ou cette semaine, je suis débordée, je me sens pas, je serais pas une bonne amie, je serais pas une bonne oreille. Donc, on remet tout ça. Les gens accueillent ça vraiment gentiment et avec ouverture, ce qui fait que tu fais, ah, mon Dieu, je peux. Puis, ça leur donne aussi la permission de le faire. Tu sais, c'est donnant-donnant. Puis, je pense qu'il faut pas. Pas de l'égoïsme. Non. C'est se choisir. C'est ça. Puis il faut pas être possessif ou anxieux comme ami. Si quelqu'un dit ça, tu fais bon, ben c'est ça, elle veut pas me voir ou il veut pas me voir. C'est pas ça. Puis je pense qu'avec le temps, les preuves de l'amitié ont été faites. Il n'y a plus besoin de surenchère, de preuves d'amitié. Puis c'est correct de se dire, hey, si tu as besoin d'espace, tu as besoin de temps pour toi, prends-le, puis on se retrouvera mieux plus tard. Puis je l'assume, puis mes amis l'assument aussi. C'est une belle période, la trentaine. On s'assume plus, je pense. Mais moi, je ne retournerais pas dans ma vingtaine. J'ai eu Non. des belles années dans ma Ouais. vingtaine, mais je trouvais que j'étais tellement anxieuse, un peu comme tu disais, tu sais, je voulais plaire à tout le monde, je voulais rien manquer. Ouais. Tu sais, je cherchais beaucoup mon identité, là. Bon, j'avais vécu certaines affaires, mais là, la trentaine, on dirait qu'on est plus authentique. Les gens Ouais. connectent beaucoup avec l'authenticité. On a un petit peu plus d'outils dans notre, Oui. dans notre tiroir outils. Puis je te dirais que là, sans dire mon âge, là, mais la quarantaine, c'est ça, Oui. c'est encore mieux. Écoute, j'ai Fait que hâte. ça s'en vient, là. Can't wait. Ouais. Ouais, puis tu peux te faire des amis même dans la cinquantaine. Oui. Je peux te le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, en même temps, quand tu es loyal et fidèle, tu as envie de cultiver les amitiés. Mhm. Des fois, il y a juste moins de place dans. Mais on change aussi en tant qu'être Oui, humain, là, tu sais. oui. Puis c'est correct d'évoluer puis d'accepter qu'il y a certaines amitiés qui ont été présentes et tellement importantes à une période de ta vie, mais que de part et d'autre, c'est peut-être plus, je sais pas l'amitié que tu as besoin, mais en tout cas, des fois, ça se sépare naturellement. Puis encore une fois, il ne faut pas le prendre personnel puis se dire plus, ben nos routes évoluent, puis la mienne, ça va par là, puis on s'est apporté quelque chose le temps qu'on a partagé ensemble. Puis je suis pas très dans les choses doivent être fixes et pour toujours. Ouais. Tu sais, pour moi, une amitié valable, c'est pas une amitié qui dure toujours. Puis un amour valable et pas un amour qui dure toujours. C'est formidable si ça arrive, si ça peut s'inscrire dans le temps, puis que ces relations-là peuvent évoluer dans le même sens. Mais j'y trouve quand même beaucoup de sens, même si ça a une période déterminée. En tout cas, qui se termine. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Écoute, ça m'amène à 2 questions. Ma première, en tant qu'athlète, on est tellement sollicité, on est tellement... la performance, c'est sûr que c'est super important. Le cercle qu'on a autour de nous, notre filet de support est très, très important. C'est la même chose dans le métier que tu pratiques, tu sais, quand tu es dans les arts, quand tu es dans l'œil public. Ouais. Comme tu disais, tu sais, oui, tu avais un super gros cercle avant et là, ton cercle se rétrécit. Est-ce que tu sens que... Quand tu étais plus jeune, je sais que tu étais hyper déterminée, que tu as même appelé ta première agence quand tu avais 12 ans, Ouais. tu sais, que tes parents étaient vraiment là, tu sais, tu es partie avec une bonne base, une bonne fondation. Qu'est-ce que tu penses que ton cercle a joué comme influence pour la personne que tu es devenue maintenant? Fait que ça, question 1. Question 2, tu parlais de course à pied tantôt, que tu cours beaucoup toute seule et tout ça. J'aimerais ça, après ça, savoir, tu sais, le sport, c'est rentré où dans ta vie et comment ça a évolué et comment tu t'en sers maintenant? Mm-hmm. Tu
C'est des super bonnes questions. Le sport est arrivé vraiment tard. Fait qu'on va commencer avec la première question. Je pense que, tu sais, quand je le vois avec mes amis qui ont des enfants, tu vois la personnalité très jeune. Tu sais, bébé, tu vois une personnalité qui se dégage, puis t'as beau donner les mêmes outils à tes enfants, puis avoir les 2 mêmes parents, bien, les 2 ou 3 enfants n'auront pas la même personnalité, n'auront pas le même parcours. Donc, je pense qu'il y a une partie innée qui fait que j'étais déjà une personne Avec de la déterminée, là. drive, Je oui. pense que ça, dès très jeune, même avant de faire quelques démarches, que ce soit dans une envie professionnelle, j'étais déterminée. Tu l'aurais eu dans n'importe quoi. Tu aurais fait du sport, ça aurait été ça. Là, Oui. toi, c'était dans les arts, mais Oui, probablement. Je pense que ça faisait déjà partie de moi, mais je pense que l'entourage, je ne sais pas à quel pourcentage ça compte, mais moi, ça a énormément compté. Mes parents sont des parents vraiment généreux, aimants, présents. Juste ça, c'est un privilège. Puis d'être née au Québec, d'être une femme née en tout cas, dans une province relativement féministe ou en tout cas volontairement égalitaire. On ne sait pas à quel niveau, mais en tout cas, il y a tout ça qui fait que je suis partie avec une chance de plus que beaucoup de gens de base. C'est avec cette détermination-là, puis l'entourage. Mais le fait d'être encouragée par mes parents, d'avoir un cocon aimant, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, là, d'avoir une base solide familiale, puis des encouragements. Je pense que c'est tellement précieux. Fait que ça, doublé avec ma personnalité déterminée, je pense que ça a été ça un peu mon élan initial. Mais tu parles du cercle d'amis puis de l'entourage. Je pense que ça c'est comme venu plus tard. Les amis, j'en ai toujours eu plein, mais en vieillissant, les amitiés que tu as, il y a une espèce de... Tu sais, on est occupé, on a un travail qui prend beaucoup de temps souvent, on veut s'entraîner, on veut bouger, on a nos passions, on a notre famille. Donc, de choisir de prendre du temps pour des amis, c'est un choix. Tu sais, c'est vraiment, c'est un engagement un peu. Puis de voir que tes amis renouvellent cet engagement-là envers toi et cette envie-là de te retrouver, il y a quelque chose de vraiment beau. Puis à la limite de valorisant. Tu sais, c'est une belle validation de te dire, hey, ces personnes-là, là, ils pourraient faire plein d'autres choses ce soir, puis ils viennent souper avec moi, puis on prend le temps d'être présents l'un pour l'autre. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de. Je pense que ça donne confiance, en fait. Tu sais, au-delà d'avoir ce réseau-là en faisant si je vais pas bien, ils sont présents, mais je pense que ça te nourrit à prendre d'autres risques oui, après. parce que tu fais, mon Dieu, ben, j'ai tout ce monde-là autour de moi qui croit en moi en quelque sorte. Fait que je pense qu'il faut que je croie en moi aussi, puis que j'aille. Tu sais, je pense que tu peux être plus déterminé ou plus, en tout cas, confiant grâce à ce réseau-là. Tu sais, je pense qu'il est hyper important. Puis les moments où tu doutes, puis en vieillissant, moi, je veux dire, je fonçais dans le tas quand j'étais jeune. Plus je vieillis, plus je doute. Plus je fais, tu sais, il y avait une espèce de candeur naïve en faisant comme, je peux tout faire. Puis Ouais. c'est vrai. Puis à un moment donné, ben, tu as des épreuves, tu as des déceptions, tu as des échecs qui sont pas négatifs, qui bâtissent ce que tu vas devenir, mais qui font partie quand même des choses plus difficiles à vivre. Fait que je pense que dans ces moments-là, particulièrement quand on doute plus, d'avoir un entourage solide qui est présent, mais que tu sais aussi qu'il va te dire la vérité. C'est tellement C'est précieux. tellement important, puis Ouais. c'est tellement rare en plus, je trouve. Je sais pas si c'est rare. Moi, en tout cas, je valorise ça. Puis je pense que ça se nourrit, puis il faut faire attention à ça, puis préserver ces liens de confiance-là parce que c'est ça, c'est tellement précieux. Moi, je dis souvent, les gens disent souvent, c'est quoi être riche? Là, tu sais, on parle de richesse, puis tout ça. Ben, il y a l'argent, c'est le fun de pouvoir avoir des moyens pour faire ce qu'on veut, mais pour moi, la richesse, c'est vraiment d'être entouré, d'être aimé. Quand tu as ça, tu peux te sortir de tout. Tu sais, quand tu as un réseau solide autour de toi, je pense. Fait que ça, c'est ma réponse à ta première question. Pour la deuxième question, le sport est arrivé super tard dans ma vie. Pas parce que mes parents n'ont pas essayé, là, mais j'ai fait du ski quand j'étais plus jeune, du ski de fond, du ski alpin, mais c'était pas ma passion. Moi, j'étais passionnée par les arts, j'avais envie de faire des spectacles, j'avais envie de me déguiser, j'avais envie de faire du théâtre. Fait que c'est comme si c'était toujours mon premier choix. Puis d'être essoufflée, d'avoir mal, je comprenais pas chaud, le fun. ouais. Non, c'est ça. C'était pas... J'étais comme, je peux avoir du plaisir en étant au chaud, en faisant ce que j'aime, et que ça me confrontait beaucoup. J'étais chialeuse. Tu sais, ma mère me traînait, on était 3 enfants chez nous, puis quelle patience de nous amener à faire toutes sortes de sports, mais moi, je chialais tout le long, là, tu sais. J'étais vraiment pas... Fait que c'était quand que c'est arrivé ton déclic? Ben, pourtant, j'ai essayé, puis tu sais, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la natation, j'ai fait du soccer, tu sais, à peu près une année de chaque, là, en faisant comme, non, j'aime pas ça, mais elle disait, pas le choix, faut que Essayez tu des trouves une choses. activité sportive. Il fallait que je choisisse une activité, puis j'ai pu toucher à plein de choses. Fait que ça, c'est bien, mais je pense que c'est arrivé plutôt à l'adolescence, quand mon corps a changé, quand, tu sais, je me suis mis à, comme, surveiller un peu mon poids, à voir qu'il y avait un impact sur ma santé ou sur mon poids. Je veux pas dire que l'élément déclencheur a été positif, là, parce que ça passait par l'apparence, tu sais. Mais j'ai trouvé du plaisir dans
le fait de faire du cardio puis de faire des sports en solo. Ça, on parlait de solitude puis de côté plus sauvage. En éducation physique, on fait des sports d'équipe. Ouais. On fait des sports où il faut être bon à lancer des affaires, à attraper des affaires, à faire des buts. C'était pas ça, Puis on nous place moi. bien souvent dans des contextes où c'est même pas le fun. Oui, mais il y a un côté compétitif déjà. Tu sais, moi, mes sports préférés dans les cours d'éducation physique, c'était le volleyball ou le badminton, où j'avais un peu plus de temps pour gérer la réception ou le lancer, puis où c'était moins, ah ben si t'as pas fait ton panier ou si t'as pas lancé dans le but, ben T'as là, pas toute tes l'équipe n'est pas points. Ouais, contente. c'est Fait ça. que, tu sais, c'était beaucoup ça pour moi, le sport, la compétition, puis devoir être bon à lancer des affaires. Je suis pas bonne là-dedans. Tu sais. Il y en a qui ont besoin de ça pour bouger. Moi, c'est le contraire. Puis quand j'ai découvert le vélo de route, ma mère m'a donné son vélo de route quand j'avais 17 ans, son ancien, puis je me suis mis à faire avec eux. Puis j'étais capable d'être essoufflée, puis de pousser, puis de me rendre compte que c'était difficile, mais que c'était le fun. Puis je me suis mis à courir avec des amis. Puis, écoute, j'ai une bonne endurance finalement, puis j'ai un bon cardio, puis je peux me mettre de la musique, puis j'ai pas besoin de performer autre chose que juste y aller, puis y aller à mon rythme aussi. Quand j'ai découvert ça, ça a vraiment changé ma vie. Je m'étais inscrite au gym avec ma mère, puis on faisait des cours de Zumba, au cardio militaire, puis tout ça. Puis avec une amie, on s'entraînait dans des cours comme ça. Puis j'ai eu la piqûre de bouger, puis de se dépenser, mais pas dans un but de gagner quelque chose, pas dans un but de gagner une partie de quelque chose. Puis c'est là que je me suis mise à vraiment aimer bouger, puis à faire ça peut être ça, aimer le sport. OK, j'aime ça finalement. Et en quoi ça influence ton travail, ta créativité d'être active comme tu l'es? Il y a des journées où c'est plus difficile de sortir, là, particulièrement l'hiver. Là, tu sais, des fois, on fait comme je suis bien, je suis habillée confortablement, j'ai pas envie de reprendre une douche, je bouge pas. Mais ces journées-là, je suis jamais aussi. Je sais pas, il y a quelque chose dans le cerveau qui s'ouvre quand tu fais du sport. Tu sais, c'est vraiment pas que physique pour moi, c'est très psychologique, le sport. De un, quand tu es en train de faire du sport, tu sais, de la musculation, quelque chose de plus intense ou en tout cas qui te demande de la concentration, tu arrives à te vider la tête de tout le reste, tu sais. Fait que ça fait du bien, puis tu sors revigoré, ton esprit, on dirait que ça s'ouvre, puis t'es plus tonique, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose dans l'énergie puis dans le fait d'être groundé, je trouve que ça m'apporte. Parallèlement, la course, c'est le contraire. Je ne fais que penser tout le long de ma course. Le cerveau, il part, le petit hamster, il court, lui, avec. Puis Est-ce que tu trouves des solutions? oui, Moi aussi, c'est ce que je trouve vraiment. maintenant. Ouais. Des fois, je m'en vais pour une ride de vélo. Moi, je fais de Ouais. la course à pied aussi. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, avant, j'avais juste le sport dans ma vie. Donc, j'allais en vélo, puis je pensais à rien. Ou j'avais certains problèmes, mais que j'étais pas capable de régler en vélo. Mais je trouve qu'avec là, une vie remplie, je sors, je prends mon vélo et je pense tout le long, mais je reviens, puis là, j'ai des solutions. Ouais. J'ai au moins une piste. Oui. C'est une sorte de méditation. J'aimerais être capable de partir à courir puis avoir la tête vide, là, puis être juste dans « je profite du moment ». On dirait que ça attire les idées de courir. Puis tu sais, un rythme, c'est comme si tu te fais une petite bulle un peu. Tu vas à ton rythme, puis tu te. Ben là, dans mon livre, je suis en train d'écrire telle chose. Puis là, qu'est-ce qui pourrait bien y arriver à elle? Mais là, c'est sûr que si elle fait ça, puis là, tu explores les possibilités, puis j'ai le temps parce que mon corps est actif, mais ma tête est libre. Puis je trouve que de cette façon-là, un peu comme quand on se couche le soir ou quand on prend une douche, on dirait que les pensées arrivent, puis on règle des problèmes. Là. Ben, pour moi, en courant, c'est ça. Fait que. Il n'y a pas de perte de temps, là. C'est juste positif. C'est drôle ce que tu relates parce que j'ai écrit des livres dans le passé, puis je me rappelle d'avoir composé l'introduction d'une biographie en courant un marathon. Ah ouais? Je suis arrivé, je me suis assis dans l'auto, j'ai pris mon portable, Mais ça, c'est dur, par exemple, parce que des fois, on a des bonnes idées, mais là, un marathon, là, tu sors pas ton téléphone pour prendre ta note. Non, là, mais, toi, tu cours, mais là. je faisais une phrase à la fois. Quand ma phrase était satisfaisante, je travaillais sur la deuxième, puis là, je recommençais, la première, la deuxième. Tu as réussi à te souvenir de tout. Absolument. Je suis arrivé dans l'auto. L'introduction est J'adore. Est-ce que tu sors ton téléphone des fois pour prendre des notes pareilles? Oui, non, je suis pas capable. Moi, je faisais une entrevue avec Isabelle Langlois une fois, qui est scénariste, puis qui disait moi, je note rien. Si l'idée est bonne, je vais m'en souvenir. Si je m'en souviens pas, c'est parce qu'elle n'était pas assez bonne. Quand Puis même. moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis comme, j'ai une idée, OK, faut que je la note, faut pas que je l'oublie. Parce que je pense que j'ai trop d'idées, mais si je les note pas, on dirait que mon cerveau, il va vite, puis il y en a beaucoup des idées. Mais quand tu sens que tu en as une bonne qui mérite d'être notée, je veux pas la perdre. Puis des fois, j'oublie d'aller revoir mes notes. Ça, c'est une autre affaire, mais je me prends des mémos audio, je prends le dictaphone, puis OK, il pourrait arriver ça, puis ça, puis ça. Puis là, au moins, je sais que ça existe, c'est là. Des fois, juste de l'avoir dit à haute voix me permet de m'en rappeler.
Mais j'ai besoin de me prendre des petites notes ou des fois un petit mot-clé ou quelque chose pour mettre une petite marque puis pas l'oublier. Ouais. Quand j'ai lu aussi à quelque part que t'écris souvent tes petits bonheurs. Oui. Que, tu sais, c'est important pour toi à tous les jours de, oui, d'être grateful, mais tu sais, tu les écris, des fois, tu retournes, tu les relis. Moi, mon entraîneur, même si, tu sais, c'était une mauvaise personne, je me souviens qu'il m'a toujours dit, Jen, rappelle-toi quand ça va bien. Parce que quand ça va moins bien, si tu sais qu'est-ce que tu faisais quand ça allait bien, Ouais. tu vas être capable de te sortir du trou beaucoup plus facilement. Ouais. Tu sais, fait écris-les. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi? C'est quoi ta routine? Bon, là, écoute, la question est large, mais tu sais, écrire ces petits bonheurs, là, je trouve que les gens, souvent, ils rient de ça. C'est comme, ben là, je prendrai pas le temps de faire ça. Tu sais, c'est un peu quétaine. Oui. Mais ça fait une différence. Donc, quand tu te sens moins bien, est-ce que tu retournes à ça? J'ai fait ça pendant plusieurs années de ma vie, plutôt enfant. Puis c'est ma grand-mère qui m'avait transmis cette idée-là de trouver au moins 3 petits bonheurs dans ta journée. Quand tu trouves que tu as une journée de merde, tu te dis, OK, il y a au moins 3 choses le fun. Il y a au moins, est-ce que mon linge était confortable? Est-ce que j'ai mangé quelque chose de bon? Est-ce que j'ai eu assez chaud dans ma maison? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai eu une conversation agréable? De t'ancrer les bons moments puis de balayer le reste, tu sais. Ça aide à surmonter les journées plus difficiles, j'ai l'impression. J'ai souvent relu mes petits carnets, puis tu te souviens pas, cette journée-là, l'affaire pas le fun, quand tu lis juste les 3, 4, 5 choses que tu as aimées. Puis j'arrive même, là, des années plus tard, à relire ça puis à me dire « Ah, mon Dieu, c'est vrai, j'ai fait ça. » Puis ça aide à se rappeler qu'on est heureux puis qu'il y a plein de beau tous les jours. Puis de la même façon que quand on a un commentaire négatif d'un collègue, d'un ami ou sur Internet, on va focusser là-dessus, mais il y en a plein d'autres, des bons, mais on va évidemment être plus touché par, voyons, pourquoi ça, pourquoi lui. Mais je pense qu'il faut essayer de changer un peu puis de braquer le projecteur sur le positif. Est-ce que je le fais encore? Non. Est-ce que je devrais? Oui, tu me le rappelles. Mais presque tous les jours, j'écris dans un carnet qui n'est pas les petits bonheurs, mais plutôt mon état d'esprit de chaque jour, puis un petit peu un résumé de ce que je vis en ce moment. Puis des fois, ça m'aide à voir le chemin parcouru quand je les relis. Je ne le relis pas tout le temps. Mais tu sais, des fois, là, on sort pas, tu sais, on tourne en rond dans une histoire, une peine d'amour, quelqu'un qui nous, tu sais, un truc professionnel ou avec une amitié, puis tu fais comme, voyons, je suis un peu triste à cause de lui aujourd'hui, à cause d'elle, puis ça revient, puis on dirait que tu t'en sors pas. Puis des fois, de relire les cahiers, c'est comme, ah, mais ça fait longtemps là, que ça va pas bien, cette affaire-là. Là. Ou des fois, de faire comme, ah, t'as quand même évolué, parce qu'au début, tu disais, ah, c'est un peu plate, mais j'ai encore envie de continuer. Puis là, ton discours évolue, puis tu fais, hey, tu sais quoi, si ça me fait de la peine, peut-être j'ai plus envie d'être là-dedans. Peut-être j'ai envie de bouger. Ça aide à mettre des empreintes dans le temps, puis c'est pas un travail de psychologie, mais à prendre un petit pas de recul. Puis Relativiser. des fois même, je me relis, puis je me dis, menteuse. Menteuse. Tu sais, t'écrivais, non, mais ça va, je me sens, c'est pas facile, mais honnêtement, ça va bien. Et je me souviens quand je l'écrivais, ça allait pas bien. Puis, tu sais, des fois même, en l'écrivant, j'ai envie d'être positive ou de dire, ah, c'est super. Puis, je fais comme, t'es-tu honnête en ce moment-là? C'est-tu super? T'as juste envie de laisser une belle trace, là, mais la vérité, là, c'est que tu trouves ça dur. Bien, écris-le, puis assume-le, puis des fois, tu le relis, puis tu fais « Je trouvais ça dur, je l'ai écrit », puis la page d'après ou une semaine plus tard, mes notes sont tellement positives, ça rappelle que la vie, c'est comme ça, puis les journées plus dures, ben c'est ça. Tourne la page, puis il y en aura une autre après, tu sais. Je reculerais dans le temps. Votre première rencontre, c'est sur le plateau de tournage. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait convaincu? Qu'est-ce qui t'avait motivé à faire partie de cette histoire-là? Et qu'est-ce que tu savais ou pas de cette histoire-là? Oui, c'est vrai, on ne sait pas comment le processus de faire partie d'un film, Ouais. que vous avez fait des grosses côtes en vélo, tu avais besoin d'être en forme, tu as été essoufflé, Ouais. vous l'avez refait 20 fois pour reprendre la shot. Oui. Je rêvais d'un projet comme celui-là. En fait, tu sais, qu'est-ce qui m'a séduite? J'aimerais dire que je reçois plein de scénarios de films puis que je choisis ceux qui m'intéressent. La vérité, c'est qu'au Québec, il y a peu de productions, particulièrement en ce moment. À l'époque, c'était quand même un petit peu plus... il y en avait plus, mais reste que comme comédien,
as juste envie d'avoir des occasions de jouer puis de travailler. Puis là, dans ce cas-ci, c'était en plus avec un entraînement sportif. Quand j'ai eu l'audition pour ça, ça disait, tu sais, il faut savoir faire du vélo un minimum. Moi, j'avais déjà mon vélo de route grâce à ma mère avec mes clips, fait que j'avais déjà clippé, je savais comment ça marchait un peu. Puis, après ça, on me disait, il y aura plusieurs mois d'entraînement avec un coach, il va y avoir un camp d'entraînement à Cuba, ça va être tourné en partie en Belgique. Moi, c'était juste un rêve. Puis on dirait qu'il y avait une surenchère. Tu vas avoir un coach privé. Oui, ça va être dur, ça va être intense. Et c'était tout vrai? Mais c'était tout vrai. On a tout fait ça. ça. Puis moi, j'espérais juste être assez bonne comme comédienne pour avoir accès à ce rêve-là d'entraînement. Puis tu sais, quand on fait un film, quand on fait un projet télé, il y a quelque chose qui se fait ça se crée une petite famille, c'est une bulle. Tu sais, on est ensemble très intensément pendant peu de temps. Mais là, je pense que c'était doublement intense parce qu'on s'est entraînés ensemble, on a eu chaud ensemble, ça a été difficile ensemble, mais on se bâtissait notre équipe. On était 5 filles. Puis pour moi, ça a été juste un grand privilège. Puis j'avais auditionné pour un autre rôle dans ce film-là à la base, que j'ai pas décroché, mais ils m'ont offert un autre rôle dans l'équipe. Donc, j'étais aux anges, j'étais tellement heureuse. Puis on s'est mis au boulot là, la semaine même. C'était comme voici les horaires d'entraînement, voici le gym où vous allez aller. Tu sais, puis on a eu une nutritionniste qui nous a aidés pour nos portions de protéines. Puis c'était vraiment une immersion dans un monde sportif. Puis moi, j'en faisais déjà pas mal du sport, mais c'était extraordinaire d'avoir accès à ça puis d'être payé pour le faire. Il y en a qui payent pour faire ces entraînements-là. Moi, on m'offrait une gang de filles, puis des coachs, puis un suivi. C'était formidable. Est-ce que c'était la première fois où tu étais exposée à ce que des athlètes peuvent vivre comme difficulté dans leur sport? Aussi intensément que ça, oui, vraiment. Puis ça m'a ouvert les yeux sur à quel point c'est du travail, à quel point c'est intense. Puis, tu sais, nous, on avait à quelque part le beau rôle, dans le sens où c'était un rôle, tu sais, on avait des tournages, c'était un peu du stop and go, il fallait être en forme, puis il fallait physiquement avoir l'air d'athlète, mais on n'avait pas à aller la gagner, la course, là. J'avais pas à aller battre les 4 autres filles avec qui je m'entraînais. Fait qu'il y avait l'envie de se dépasser, mais sans la pression de gagner. Donc, pour moi, c'était un peu le scénario idéal. Par contre, ça m'a fait réaliser à quel point tout ça, plus, il faut que tu sois la meilleure. Ça doit tellement être dur psychologiquement et physiquement parce que pour te rendre la meilleure, il faut que tu battes toutes les autres qui sont les meilleures. Fait que je sais pas si j'aurais pu faire une carrière comme celle-là. En fait, je pense que non. Mais ça m'a procuré énormément d'admiration pour ceux qui sont passés par là. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce tournage-là? Y a-tu quelque chose qui te saute aux yeux ou, tu sais, ça revient un peu à la vie d'athlète, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Bien, l'alimentation, ça n'a pas été si facile. Puis moi, je m'entraînais. Tu sais, moi, je m'entraîne pour pouvoir manger plus. Là. Je suis une gourmande, j'aime manger. C'est un plaisir pour moi, le fait de cuisiner, de manger, d'aller au restaurant. Puis je m'entraînais, je donnais des cours chez Énergie Cardio dans ce temps-là, des cours en groupe. Donc, j'étais déjà quand même un peu en forme. Puis là, on me rajoutait 4 entraînements semaine. Fait que moi, mon réflexe mental, c'était de dire « Hey, je dépense tellement d'énergie, je peux manger ce que je veux. » Mais là, on me disait « Non, c'est des protéines, du riz, des légumes. » Tu sais, on m'encourageait à avoir une alimentation, tu sais, riche en protéines, maigre en glucides. Puis moi, j'avais le goût de manger des chips, des bonbons. Puis là, j'étais comme « OK, là, c'est là que le travail de psychologie embarque, de dire « OK, ben oui, tu te dépenses, puis tu te défonces, mais la récompense est dans 3 mois. Fait que d'ici là, ben mange-les tes protéines, puis lâche pas. » Tu sais, ce travail de longue haleine-là, ça a été ça qui m'a le plus marqué en me disant « OK, mais les autres, c'est à l'année, là. Ils n'ont pas tu sais, s'ils trichent la fin de semaine, ils payent après, là, tu sais. » Exact. Ça a été, je pense que c'est ça qui a été dur. Puis en même temps, vu que c'était 3 mois à peu près, 3-4 mois. C'est faisable, là, oui. Je savais c'était quand la fin, puis il y avait quelque chose de OK, c'est un petit sprint, puis je le fais. Mais ça, j'ai trouvé que c'était quand même un défi. Ouais. Est-ce que tu as appris aussi quelque chose dans ce film-là, en fait, dans la pratique sportive, l'entraînement que tu as fait avec André Breton, en fait, qui est maintenant mon entraîneur? Oh, je l'aime. Quand je suis retournée à la compétition, je l'ai appelé en premier parce que, justement, je l'avais rencontré sur le plateau de tournage et j'avais vraiment aimé sa façon de combiner. Il va faire fitter le sport dans ta vie. Oui. Tu sais, il prendra pas ta vie et il va la tourner autour du sport. Lui, c'est vraiment... Sa vision est beaucoup plus holistique. Et moi, rendu à 40 ans, c'est ce que je voulais, là. Oui. Mais est-ce que tu as
pris quelque chose en particulier de ce film-là, de l'entraînement que tu as fait qui te sert dans ta carrière? Bonne question. Parce que pour moi, comme j'ai dit au début quand on s'est rencontrés, le sport et le métier d'acteur, c'est tellement similaire Oui, dans le niveau de la discipline, la performance même, qu'on le veuille ou pas, qu'on ne veuille pas en parler, l'aspect corporel. Des fois, tu n'auras pas un rôle parce que physiquement, c'est pas ça, c'était oui, pas le personnage, tu sais. oui. Bon, nous autres, c'est différent un petit peu dans le milieu sportif, mais ça se rejoint tellement. Je pense que la discipline, il y a quelque chose dans la discipline, comme tu dis, qui est similaire. J'ai co-animé Cochon Dingue pendant 6 ans, puis c'était une quotidienne. Puis c'était des journées de 12 heures. On arrivait à 6 heures le matin, on repartait à 6 heures le soir. Bon, des fois, c'était un peu moins, là, si on n'était pas dans la première ou dernière scène, mais c'était intense. Puis c'était des périodes de 2 semaines où une journée, on répétait les 4 émissions, puis les 4 jours suivants, on les enregistrait. Fait que c'était très... Il y avait un peu ça, là, la discipline, le marathon. Fait que je pense que d'avoir vécu ça dans le sport, un peu, ça m'a aidé à peut-être affronter un rythme aussi intense et soutenu que celui-là. Mais je pense que ça m'a surtout montré ça, que le sport, j'en avais besoin. Puis même dans mes journées, tu sais, c'est sûr qu'à 6 heures, là, j'allais pas courir à 5 heures le matin, mais ça m'est arrivé quand je commençais à 7 heures d'aller courir une demi-heure avant d'y aller, puis de sentir les bénéfices de cet effort-là, puis de cette... tu sais, c'est pas vrai que ça va tout le temps te tenter d'aller bouger, mais c'est rare que quand tu le fais, tu regrettes, par exemple. Fait que cette espèce de OK, là, bats-toi les fesses puis fais-le. Pas quand t'es épuisé, mais tu sais, d'y aller, là, d'au moins sortir. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises avec l'entraînement puis que j'applique encore. Aujourd'hui, là, je me dis toujours, t'as le droit de pas aller courir longtemps, mais t'as pas le droit de pas sortir. Je m'oblige à sortir. Puis des fois, là, je suis chez nous, puis je suis comme, oh, ça me tente pas. Tu sais, je sais que je vais être contente d'y aller, mais je suis fatiguée, ça me tente pas. Puis de me dire, au pire, tu fais 1 kilomètre, au pire, tu restes. Tu es obligé de Vas-y, 10 t'habiller puis de minutes. sortir. Oui. Puis si tu n'es plus contente rendue là, tu rentreras. Je pense que c'est arrivé 3 fois depuis, là, je sais pas moi, 4 ans, Ouais, que je suis sortie puis j'ai fait, hey, vraiment là, pas. ça me tente. Je peux pas, là. Je suis fatiguée. Moi, je suis habillée, tout ça, là, j'ai plus d'excuses. Là. Je pourrais juste partir, mais là, mon corps, il a pas le goût. Puis je rentrais. Mais c'est pas arrivé souvent. Puis il y a plein de fois où je suis partie puis j'étais comme, ah, OK, ça fait du bien. J'en avais besoin finalement, tu sais. Fait que ce petit élan-là de plus, je pense que c'est grâce au film et à la discipline d'entraînement que je l'ai comme intégré en moi. Ouais. Avec la vie que tu sembles avoir dans ton domaine, tu trouves le temps, tu prends le temps de demeurer active. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des gens lesquels on entend trop souvent dire: «Ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps». C'est drôle. En fait, je pense que les moments où je bouge le plus, c'est quand je suis le plus occupée. Mon père m'a souvent dit, si tu veux que quelque chose se fasse, confie-le à quelqu'un qui est dans le jus. Parce Ouais. que ton horaire, tu sais, c'est une pause lunch, ah, c'est une demi-heure, je vais le mettre là, ça rentre. Moi, si j'ai ma journée pour écrire, là, mais là, je pourrais aller courir le matin tôt, mais pourquoi je me lèverais tôt? Je vais écrire, puis j'irai plus tard. Puis là, sur l'heure du lunch, tu es un peu fatigué, tu cuisines, plus tard, j'irai ce soir. Ah, finalement, tu es invité à un 5 à 7. Ah, je suis quand même fatiguée de ma journée, je m'entraînerai demain. Ça, c'est moi quand je suis pas assez occupée. Puis c'est pas mon rythme idéal. Quand je suis occupée, tu sais, si j'ai une demi-journée, si j'ai quelque chose, là, je recommence à être un peu plus occupée dernièrement, puis je mets l'entraînement au cœur de ma vie, tu sais. Ce matin, on est à 10 heures ensemble. Bien, je suis allée m'entraîner ce matin, puis ça m'a fait du bien d'avoir quelque chose dans mon horaire pour dire, OK, bien, il faut que je me lève à telle heure pour fitter l'entraînement, puis la douche, puis le... Parce que sinon, on dirait que je me laisse juste couler dans une espèce de, ah, ben plus tard. Puis le plus tard, il arrive pas. Moi, j'ai besoin de jalons dans mon horaire. Fait que les gens qui sont extrêmement occupés, tu sais, je pense qu'il y a des moments où on est plus occupé que d'autres. Des fois, il faut juste accepter qu'il faut dormir puis manger, puis Ouais, c'est exact. assez, là, tu sais, ce rythme-là. Mais de faire de la place, je pense que c'est parce que ça nourrit tout le reste. Tu vas être plus efficace au travail, tu vas être plus en forme, ton corps va être plus heureux, ta tête va être plus claire. Fait que de dire j'ai pas le temps, tout est une question de choix à un moment donné. Tu sais, à part si tu fais 80 heures semaine puis je te dis va te coucher, là, tu sais, c'est juste ça que tu as besoin du sommeil. Ben, puis c'est pas très simple, j'ai envie de dire aussi. Fait que garde pas ce rythme-là trop longtemps, mais tu sais, quand on a un horaire relativement chargé, de trouver le temps puis de faire de la place. Puis mon argument final, ce serait combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone?
tu as le temps d'aller courir une demi-heure. 5 km, 25 minutes, une demi-heure, 35 minutes, là, tu le fais à ton rythme. Mais au pire, dis-toi, je vais courir 20 minutes avant ma douche, puis c'est ça, là, puis je ferai le temps que je ferai le kilométrage que ce sera, puis ce sera ça, mais j'aurai bougé, tu sais. Ça s'additionne. Les gens, je pense qu'aussi, ils pensent souvent qu'il faut que ce soit parti pour 1 heure. Ou, tu sais, il faut Oui, que ça soit une séance oui. d'1 heure. Mais un 15 minutes, un 20 minutes, Oui. si tu le fais 5 fois semaine, c'est quand même 100 minutes Oui, d'activité physique que tu as eu dans ta semaine que tu n'aurais pas. Tu sais, vraiment. fait que... On s'entraînait avec André Breton pour, Ouais. pour le film, mais on avait aussi David qui était notre entraîneur de musculation. Puis je l'ai revu à plusieurs moments dans ma carrière. Il y a des moments où j'étais très occupée justement avec Cochon d'Inde, puis il y avait la voix, puis tout ça. Puis j'avais pas le temps d'aller au gym, j'avais plus le temps vraiment même d'aller courir. Puis j'avais dit, fais-moi un programme de 10-15 minutes, pas plus. Je le ferai pas s'il est 30 minutes, là, je peux pas. Mais 10 minutes, de me dire, OK, je me lève 10 minutes plus tôt puis je le fais avant ma douche, là, je le ferai. Fait que trouve-moi quelque chose pour me motiver. Puis c'était un 10 minutes que je faisais. Il me disait, fais-le 4-5 fois semaine, là, tu sais. Puis avec des poids, je faisais un peu de squat, un peu de lunge, un peu d'abdos. C'était 10 minutes, là, puis je me disais, ça fera peut-être pas de différence, mais c'est du maintien. Mais je me sentais musclée, je me sentais en forme et 10 minutes par jour, 3-4 fois semaine, ça faisait une différence dans mon corps. Fait que de dire on n'a pas le temps, c'est vrai, là, des fois, on se dit, faut que si je cours, il faut que je cours longtemps, il faut que je cours beaucoup de kilomètres. Ou, tu sais, des fois, l'injonction de performer, là, ça, c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Il y a un moment dans ma vie où j'ai fait, OK, le sport, moi, c'est pas de la performance. Le sport, c'est du plaisir, puis c'est bouger. Puis il faut que j'enlève, parce que je suis une fille perfectionniste, puis je suis une fille de performance. J'aime ça, être bonne dans ce que je fais. J'aime ça, idéalement, être la meilleure, puis me challenger. Mais il y a un moment où il fallait que je choisisse entre être bonne ou le faire de façon assidue et joyeuse. Puis, il y a un moment donné, je revenais d'un tournage, puis j'étais fatiguée. Puis là, j'avais commencé à avoir une montre de course, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, je vais aller courir. Puis je me suis tout de suite dit, oh, mon Dieu, je n'irai pas courir, je vais tellement avoir un mauvais temps. Mmh. Puis là, j'ai fait, non. C'est pas là que je veux Non, aller. c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça, là. T'es pas une coureuse professionnelle. T'es pas... C'est qui les abonnés là, de ton Strava là, qui vont donc bien juger ta mauvaise course? Peut-être qu'ils vont juger, mais tu fais pas ça pour performer. Tu performes dans ta job, t'essayes de bien manger, t'essayes de performer dans tes livres, Là, si tu performes dans le sport aussi, là, on s'en sortira pas, là. Puis si tu vas courir une fois semaine pour te taper des sprints pour impressionner le monde sur ton compte, là, ben ça marche pas. Là, tu vas courir parce que t'as une grosse journée, t'as le goût de prendre l'air, t'as le goût de bouger. On s'en fiche de combien de kilomètres tu fais, on s'en fiche de ton temps, tu le fais pour toi. Fait que je me suis parlé à ce moment-là, puis je dois me le répéter de temps en temps parce que je la regarde, ma montre en courant, puis des fois, je finis à, je sais pas moi, 6,82, puis je fais « Allez, je veux mon 7 », fait que là, tu continues. C'est correct de se challenger à petite échelle, mais je pense qu'il faut se rappeler qu'on ne fait pas une carrière de tout, tu sais. Il y en a qui font de la peinture juste pour le fun, puis ils n'en vendront pas dans des galeries d'art. On peut-tu juste avoir du plaisir à faire certaines activités Puis être comme pas hobby? bon. Ouais. Oui. Tu n'es pas obligé de vouloir donc bien t'améliorer ou performer dans quelque chose. Puis je trouve que de nos jours, on dirait que si on fait quelque chose, il faut performer. Ça prend le gear de tout. Tu sais, le vélo, là. Faut que tu ailles ça le cuissard finit avec le plus. bas, avec le ci, avec le ça, avec la lunette. Puis là, cette année, c'est plus cette couleur-là. Puis là, hey, garde, t'es sur ton vélo, bravo, c'est assez. Fait qu'à un moment donné, là, c'est ça. J'ai envie de dire, démocratisons le fait que ça peut être pour le fun. Puis il y en a qui sont des athlètes professionnels, puis c'est correct, mais il faut se rappeler qu'on peut le faire pour le fun. Je trouve qu'on doit se le rappeler collectivement, là, que c'est correct de faire des choses pour le plaisir, là. Le karaoké, ça existe pour les chanteurs. Mhm. Pourquoi Ouais, le c'est sport, ça. on peut pas être juste pépère puis avoir du plaisir, tu sais? Ben, et moi, je vous annonce qu'on a déjà l'extrait pour promouvoir ce podcast-là. Hein. Les 2 dernières minutes, là. Yes! Anthologie. As-tu encore ton Marinoni? Je l'ai encore! Oui! Super! J'ai encore mon vélo du film. Ouais, oh mon Je l'ai Dieu. racheté. Puis là, j'ai changé les roues dernièrement. Des pneus un petit peu plus larges. Un peu plus large, plus légèrement. confortable, oui. Oui, mais c'est un souvenir, ce vélo-là. Puis ça, il me rend. Tu sais, là, il y a 10 ans, là, cette année. Puis j'ai des amis qui blaguaient en disant, ouais, là, ça, c'est une pièce d'anthologie. Là, ça commence à être vieux. Puis je suis comme, je vais le ça garder tourne. toute ma vie. Exactement, il fonctionne bien. Oui, il roule, il est beau. Puis c'est un souvenir. Moi, écoute, je suis super curieuse, encore une fois, pour faire un parallèle avec le sport, tu sais, tu as la chance de vivre 2 choses complètement différentes. Quand tu es sur un plateau de tournage, tu es entouré de gens, tu sais, la motivation vient peut-être pas naturellement, mais
quand il y a d'autres mondes autour de nous, tu sais, c'est beaucoup plus facile d'être là et bon, de faire ce qu'on a à faire. Puis, d'un autre côté, tu as l'écriture aussi. L'écriture qui est un processus extrêmement solitaire. Ouais. Tu sais, qu'il faut que tu aies confiance en toi, que tu n'as pas toujours le support qui est là avec des gens dans la Oui. salle. Tu sais. Même chose quand on est athlète. Oui, des fois, on a des entraînements ou des compétitions, on est entouré de nos coéquipiers, mais la majorité du temps qu'on passe à l'entraînement, on est tout seul. Ouais. Il faut s'applaudir toute seule. Alors, toi, comment tu prends ça quand tu es dans ton processus d'écriture et que là, tu es solitaire, même si, tu sais, t'aimes la solitude, t'en as besoin. Est-ce que tu as un certain shift dans ton cerveau? Tu sais, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Beaucoup de choses. Je pense que tout est une question d'équilibre dans la vie. Puis les meilleurs moments pour moi, c'est quand je tourne beaucoup, quand je suis occupée, quand j'ai beaucoup de projets. Les petits moments qui me restent de lousse, c'est comme si je veux rentabiliser ce temps-là. Puis l'écriture, c'est un peu comme la course. Tu sais, si tu cours pas pendant une semaine, 2 semaines, là, tu as le goût d'y aller. Là. C'est comme, c'est pas une drogue, je veux pas le comparer à ça, mais c'est quelque chose qui te fait du bien puis qui. Un besoin. C'est un besoin, c'est ça. Donc, quand je tourne beaucoup, j'ai une espèce d'urgence d'écrire, puis j'ai hâte. Fait que dès que j'ai une fin de semaine ou une semaine plus relaxe, ben là, je me plonge là-dedans, puis j'ai à la fois le plaisir de retrouver l'écriture, puis l'espèce d'urgence de produire quelque chose. Fait que pour moi, ça, c'est la meilleure zone. Puis ça complète complètement le fait d'être entourée dans des tournages avec plein de gens, des techniciens, des collaborateurs. Puis là, après, ben là, je me retrouve, j'ai plus besoin de me maquiller, je me mets en pyjama ou en mou. Puis là, c'est le contrebalan de ça. Quand j'ai pas de tournage, en ce moment, j'en ai moins. Là, il faut que je redouble d'ardeur, de motivation, puis que je me fasse un espèce de rythme d'écriture, puis un espèce d'horaire, parce que tu as raison, je suis toute seule, puis c'est facile de dire, ben, j'écrirai ce soir ou j'écrirai demain, puis de jamais le faire. Puis le sentiment d'urgence, il est moins là parce que je m'astreins à une discipline d'écriture. Puis des fois, ben, c'est pas bon. Fait que c'est plus exigeant quand même. J'essaie de me faire des horaires ou j'essaie de me donner, tu sais, là, ces temps-ci, mettons, je suis flexible et bienveillante avec moi-même, mais avec des petites zones rigides. Je peux pas juste me laisser aller. C'est pas vrai que l'inspiration, là, arrive puis que ça part. Tu sais, des fois, rarement, mais pour moi, écrire, c'est tu sais, de la même façon que le sport, là, tu peux être doué à la base, mais le reste, c'est du travail. Donc, le livre, pour moi, c'est ça. Je peux avoir des belles idées, mais il faut les faire. Puis des fois, je suis comme, je les ai en tête, mais il faut que je les écrive, tu sais. Quand tu as une idée de recette pour ton souper, tu es comme, ah, ça va être bon. Mais il faut que tu fasses, il faut que tu coupes tes légumes, il faut que tu c'est de l'huile de bras, là, à un moment donné. Fait que je m'oblige à, ces temps-ci, 2 heures par jour d'écriture. Puis des fois, c'est de relire ce qu'il a déjà écrit, changer un petit mot ici, une virgule là. Mais il faut que je sois à mon ordi 2 heures par jour. Plus que ça, des fois, je veux dire, les lampes partent, puis t'es correct, mais mon cerveau, des fois, il vient saturer, puis ça ne tente plus. Puis, mais je m'oblige en me disant 2 heures, c'est dans une journée, Faisable, c'est c'est faisable. manageable. À travers mes, tu sais, mes enregistrements, mes voix, mes rendez-vous, ben, tu sais, je peux le mettre le matin tôt, je peux le mettre en après-midi, je peux le bouger, mais il faut que je le mette quelque part. Là, ça, c'est mon muscle que je m'oblige à travailler, mais c'est beaucoup de discipline, ouais. Puis il n'y a pas une façon, tu sais. Je pense que chaque artiste, chaque auteur a sa technique. Il y en a qui font des 8 heures par jour, je ne sais pas comment ils font. Moi, mon cerveau, il a besoin d'être stimulé d'autres façons. Puis, tu sais, si on fait juste écrire aussi, on va pas se renouveler. Moi, j'ai besoin de vivre des choses pour pouvoir les transcrire, les transposer dans une histoire. Ça, c'est moi, mais ouais, je pense que c'est une question d'enthousiasme et de discipline. Ça t'est venu comment, ce goût de la rédaction, d'écrire? Je pense que ça a toujours été là, d'aussi loin que je me souvienne, là, tu sais, j'ai un journal intime, là, en caoutchouc, là, qui sent sûrement un petit peu le plastique comme sucré, là. Je sais pas si c'était au magasin d'une pièce, là, il y avait un petit cadenas Un avec petit une cadenas, clé. j'en ai un chez mes parents aussi qui sent le vieux parfum. Oui, c'est ça, il sentait comme sucré, là, je sais pas pourquoi. Puis la petite clé, c'était la même pour, tu sais, tout le monde avait la même clé, là, c'était pas très secret, mais puis j'écrivais là-dedans. Je pense dès que j'ai su écrire, j'avais un journal, puis là, je mettais mes pensées. J'ai toujours été un peu emo, puis j'ai toujours aimé le geste d'écrire, les carnets, les livres, les crayons. Fait que ça a toujours été là. Puis mon premier roman, je l'ai commencé à genre 10-12 ans sur l'ordinateur de ma mère, à notre époque. Je sais pas. Oui, La avec grosse une grosse machine tour. dans le sous-sol, là, tu sais, là, le bureau, là. Qu'on allumait avec notre pied. C'est ça, le petit bouton, la grosse affaire. Puis, ben, il y avait Word, là, tu sais. Fait que là, j'avais commencé une histoire d'ange. Puis ma soeur l'avait lu, puis elle avait dit, ouais, t'es pas rendu encore à publier, là, tu sais, c'est pas bien bon. mais déjà, j'avais cette envie-là
je pense, de raconter des histoires, de jouer avec les mots. J'ai toujours aimé les mots, le vocabulaire. Je lisais le dictionnaire pour apprendre des mots parce que je voulais en savoir plus. Tu sais, c'est ça. Il y en a qui aiment les maths puis les sciences. Moi, c'était l'art puis le français, là. Tu sais, les rédactions, là, en français, j'aimais ça. Puis c'était ma zone les présentations orales. J'étais dans mon élément là-dedans. Puis j'ai commencé à écrire plus sérieusement autour du cégep avec une amie. On s'était dit qu'on voulait écrire un livre. Puis, Qui est devenu Tu peux toujours qui est devenu courir. Tu peux toujours courir, exactement. Elle a quitté le navire à la fin de l'été où on avait commencé à écrire ça. Puis je m'étais dit, ah, ben là, sans elle, je veux pas écrire. Je suis pas capable du seul. Je sais pas comment écrire ça, un livre, mais à plusieurs moments, à travers mon cégep, mon université, je relisais des petits bouts. Puis j'étais comme, ah, j'ai quand même quelque chose là. Puis peut-être que je serais capable d'avancer un peu. Puis finalement, à 25 ans, j'ai publié ce livre-là. Puis j'ai eu la piqûre. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des lecteurs puis des gens qui ont acheté mes livres. Donc, c'est sûr que c'est motivant de façon économique et de façon ambitieuse d'être lu. Tu sais, je pense qu'on écrit pour être lu au final. Tu sais, s'il y avait personne qui avait lu mes livres, je ne sais pas si j'en aurais écrit autant. Mais de savoir qu'ils sont attendus, qu'il y a des gens qui aiment ma plume ou mes histoires, c'est super nourrissant. Puis c'est ça, ça donne envie de continuer. Quand tu as terminé Tu peux toujours courir, est-ce que tu t'es dit, je vais en écrire un autre? Oui, tout de suite. OK. Oui. En fait, Tu peux toujours courir, ça a été un processus parce que je l'avais présenté à un seul éditeur qui ne l'a pas pris la première fois, qui m'avait donné quelques notes de choses à retravailler dedans en disant il y a un potentiel, mais il n'est pas encore au point. Puis j'étais repartie un an de temps, j'ai retravaillé ça à temps perdu, puis je l'ai renvoyé à lui et à d'autres éditeurs. Puis là, il y en a 3 qui m'ont rappelé. Je suis retournée avec lui qui m'avait donné des bons tuyaux puis qui avait été super généreux dans ses commentaires. Mais quand on a commencé le processus de correction puis d'édition, j'ai fait OK, mais là, c'est quoi la prochaine histoire? Tu sais, parce que le cerveau, c'est ça, quand tu entraînes le muscle de la créativité, bien là, tu as encore envie de faire quelque chose. Fait qu'avant même qu'il sorte, j'avais commencé mon 2e roman. C'est une bonne chose, finalement, parce que je n'étais pas encore contaminée d'opinions ou de critiques sur le livre. Puis c'était un peu différent. Fait que je me suis permise d'aller là-dedans. Puis ça a été ça comme à chaque fois. Là, le prochain est toujours commencé où il y a une idée. Là, j'en ai plusieurs en route. Je pense qu'après plusieurs livres, il faut que tu te réinventes. Puis là, ça devient un autre niveau. Là. C'est plus de faire du 5 km où tu passes au 10 puis là, tu es bien content. Là, tu fais OK, le marathon, c'est un autre. Exact. C'est le même Autre sport, mais commitment. c'est plus pareil. C'est ça. Il y a comme un travail de fond qui doit être fait, de patience, de rigueur pour se réinventer un peu. Puis là, je suis là-dedans. Mais c'est le fun, mais c'est un autre. Il y a moins la candeur du début, tu sais. Puis j'ai appris en cours de route. Puis tu as aussi des attentes envers toi-même sur ce que tu as envie d'écrire. Tu veux pas te complaire dans quelque chose de confortable. Fait que c'est ça. Là, c'est de dire, OK, comment je peux encore me pousser plus loin puis être satisfaite de ce que je crée, tu sais. Encore une fois, je trouve qu'il y a tellement de parallèles. Ouais. Quand tu gagnes une première course, Ouais. là, c'est facile de gagner ta première course. Il n'y a pas grand monde qui te connaît. Ouais. Bon, tu es un petit peu... tu es le underdog, mais une fois que tu as commencé à gagner et que là, les Ouais. gens s'attendent, comme Ouais. toi, ton prochain livre, Ouais. les gens l'attendent, il y a Oui. des attentes. Quand tu es sur la ligne de départ et que là, tout le monde s'attend que tu gagnes, et là, la pression devient, tu sais, ça rajoute quelque chose d'être capable maintenant de gagner, de sortir un bon livre, que tu es confortable avec, que oui, c'est ta plume, tu as mis tout dedans et que tu t'es pas laissé contaminer par... Moi, je trouve que les critiques sont aussi contaminants. En fait, je vais le dire d'une autre façon, les compliments Oui. sont aussi contaminants que les critiques. Vraiment. Parce qu'à la base, c'est une opinion subjective des gens qui ont sur ton travail. Oui. Quelqu'un qui se reconnaît dans ton livre va l'aimer. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans ton livre ne l'aimera pas, mais c'est quand même... Ils ont la même valeur pour moi dans l'esprit. Tu sais, donc... Oui, c'est dur des fois de départager, puis vient un moment où, dans le sport, c'est peut-être un peu différent, mais pour écrire des livres, si les gens disent on a beaucoup aimé celui-là ou on aime beaucoup tel type ou tel élément du livre, bien, c'est tentant après ça de faire comme juste ça. OK, bien ça, ce le serait la même recette modèle. de quelque chose qu'ils Ouais. vont aimer. Fait que je vais refaire la même chose, mais il y a quelque chose de pas satisfaisant comme créateur d'essayer d'appliquer un peu les règles qui se dégagent de tes livres en disant bon, mais si je fais ça, ils devraient aimer ça. Mais moi, comme créatrice, comment je suis stimulée, comment je peux me dépasser, comment je peux faire différent. Il y a ça qui embarque aussi, fait que de dire, OK, ça peut être tentant de refaire la même chose. Je sais que ça marche, mais moi, comme créatrice, j'ai besoin de plus de défis, puis j'ai besoin d'être satisfaite, moi aussi, de ce que j'écris, au risque de ne pas plaire à certains lecteurs.
mais je suis pas prête à prendre le risque de pas être, moi, satisfaite de ce que je publie juste pour répondre à une certaine demande, tu sais. J'aimerais ça t'amener ailleurs, parallèle à faire avec le monde du sport puis avec le milieu des arts. On entend souvent en sport qu'il y a de la compétition avec les collègues, avec les coéquipiers. Ouais. Dans votre milieu, c'est aussi quelque chose qu'on entend. Comment tu gères ça, cette compétition? De façon très malsaine. Non, non, c'est pas vrai. Je pense que c'est différent pour la télévision que pour les livres. Pour la télévision, pour une émission de télé, par exemple, à l'animation ou au jeu, il y a généralement des auditions et ben, que le meilleur gagne. Là, tu sais. Ça, c'est pour moi un peu comme le sport, de dire ben, est-ce que je suis la meilleure? Il y a quelque chose de plus subjectif, mais c'est pas toujours facile d'être la meilleure. Faut avoir confiance en soi, faut travailler. Puis des fois, ben, il y a quelqu'un qui a le même casting que toi, une petite blonde, dynamique, qui va auditionner pour le même rôle. Puis là, tu fais, ben, OK, c'est elle qui l'a. Fait qu'elle, c'est comme si, comme artiste, la menace devient un peu l'autre, tu sais, qui te ressemble ou qui peut avoir les opportunités pour toi parce que malheureusement, les producteurs, les diffuseurs choisissent. Je trouve ça fâcheux qu'il y ait cette compétition-là. Puis au final, je suis pas en compétition contre la petite blonde qui veut travailler aussi. Elle l'est autant avec moi que moi avec elle. Puis c'est pas... C'est facile de dire « Ah, elle, je l'aime pas, puis elle a mes rôles. » Puis non, s'il y avait assez de rôles pour tout le monde, peut-être que vous seriez là les deux, vous feriez deux sœurs, tu sais. Fait que j'essaie de me rappeler que c'est pas... On n'est pas un contre l'autre. C'est plus des opportunités qui se présentent, puis qu'il faut... C'est ça. Je pense qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas en compétition contre les humains, mais qu'on se bat juste pour la même position ou le même projet. Pour ce qui est des livres, c'est un peu différent parce que, ben, je pense que il peut y avoir plein de livres, il peut y avoir plein d'auteurs qui ont du succès. C'est un peu différent. On n'auditionne pas pour le même rôle. Il n'y a pas tout le monde qui envoie son livre, puis le meilleur va être publié, puis les autres non, tu sais. Donc, j'ai quand même la chance d'être publiée, puis de me dire, ben, ce sera plus ou moins populaire, mais au moins, j'ai la chance d'être publiée. En tout cas, pour moi, j'ai eu la chance d'être publiée et ça se poursuit. Mais il peut y avoir une compétition de dire, ben, dans le même genre de ce que j'écris, il y a telle autrice qui font un peu le même genre de choses. Ça peut être tentant de dire, ah ouais, je l'aime pas, ou mes livres sont meilleurs, ou... Puis j'essaye là aussi de ne pas embarquer là-dedans parce que je pense qu'il y a de la place pour plein de livres, il y a de la place pour plein d'histoires, puis plein de voix. Puis ben, c'est juste à moi d'être meilleure puis de faire que mes livres se démarquent. Fait que j'essaie beaucoup de prendre plus sur moi que d'en enlever aux autres, là, mettons. Mais tu sais, c'est sûr que si chaque personne a un budget de, je sais pas moi, 50 ou 100 $ par année en livres, ben ça se peut qu'il achète le sien au lieu du mien puis qu'il ait un choix à faire entre les deux. Ben c'est ça, c'est plate. J'aimerais mieux que ce soit le mien, mais si c'est pas le mien, ben c'est parce que c'était pas pour elle nécessairement mon livre. Puis c'est d'essayer de me rappeler que c'est ça. Si tu travailles fort, si tu es fier de ce que tu fais, ben il va y avoir des gens qui vont être là pour lire tes livres. Mais c'est ça. Je pense que la compétition, je la vis en essayant d'être plus exigeante envers moi-même que d'essayer de me comparer aux autres parce que je trouve que c'est antiproductif là, de le faire. Être exigeante envers toi-même veut dire être plus authentique, vraiment parler plus de toi. Mais tu sais, je sais que tu as écrit beaucoup de fiction quand Ouais. même. Ça veut dire quoi pour toi, être plus exigeante? Parce que moi, je trouve ça super rafraîchissant, tu sais, venant d'un milieu, encore une fois, sportif, on est très comparé aux autres, Oui, dans le milieu artistique aussi. oui, Mais de se dire, en sport, là, te dire, ah, moi, je veux me dépasser à tous les jours, ben bravo, mais on veut quand même des médailles. oui. Tu sais, fait que c'est quoi Oui. l'exigence pour toi envers toi-même? Tu sais, Je pense que c'est nice. relié à la confiance parce que si tu vas faire une audition pour un rôle, puis que tu as l'impression que tu as été là, 7 sur 10 ou 8 sur 10, c'est correct. Mais si tu as l'impression d'avoir donné 10 sur 10, là, puis que tu sors de ton audition, puis tu fais j'ai tout donné. J'ai été à la hauteur de ce que j'ai. Tu sais, je m'étais bien préparée, je connaissais ma scène, j'étais bien préparée, j'étais en confiance, j'étais pas trop stressée. J'ai donné la meilleure version de moi-même pour ce projet-là. Fait que si je suis pas prise, je vais évidemment être déçue, mais je pourrais pas m'en vouloir puis me dire ah ben là, puis elle est meilleure, puis peut-être que si, tu sais, si j'avais été moins stressée ou si j'avais eu une autre chemise, peut-être que je l'aurais eu. Non. Arrange-toi pour être vraiment satisfaite de toi. Puis après ça, tu seras beaucoup moins ébranlée par le fait que c'est l'autre qui l'a eu parce que finalement, tu as donné ton max.
tu es fier de toi, Mhm. ben finalement, c'est juste qu'il voulait peut-être une brune au lieu d'une blonde, ou finalement, il voulait peut-être une fille qui était plus réservée ou qui avait telle autre proposition, mais c'est pas ta faute. Fait que moi, je veux juste m'assurer que si mes livres se vendent pas, C'est pas pas de parce ta qu'ils sont faute. donc bien moins bons que les autres, c'est juste parce que ben il y a un nombre limité de livres que quelqu'un peut acheter dans une vie avec son budget, puis ben là, c'est ça. Toi, Fais tu des étais choix. peut-être en 7e position, puis il en a acheté 6 cette année, fait que le tien, il n'a pas été vendu, tu sais. Moi, il est là c'est là que j'arrive à me sentir bien, puis à pas être affligée par un insuccès, par exemple. Mais il n'y a pas de bonne façon, là. Tu sais, là, je dis ça, puis il y a des journées où je suis découragée ou que, tu sais, j'ai la chance, les livres se vendent bien, fait que ça me valorise, fait que ça me permet peut-être d'accepter des échecs ou des déceptions par rapport au tournage ou aux auditions mieux. Tu sais, si j'avais des échecs partout, peut-être je me dirais, ouais, là, t'as beau être la meilleure que tu peux être, là, mais personne te veut. Ce serait peut-être plus dur, tu sais, mais je pense que ça revient à la confiance en soi, en le fait de dire, ben moi, je fais mon max, puis si je fais tout ce que je peux, ça va finir par marcher, puis peut-être c'était juste pas le bon projet pour moi, le bon timing. Le bon timing, exact. Ouais. Quels projets personnels et professionnels vont t'occuper dans les Dans les prochains mois, ben là, je termine en fait les balados du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. J'ai rencontré des spécialistes dans le domaine des énergies vertes. Donc, c'était cette semaine le dernier tournage pour, dans le fond, parler des énergies vertes, savoir c'est quoi nos options, vers quoi on peut se tourner pour limiter notre consommation d'énergie fossile. C'est super niché comme sujet, puis en même temps, c'est très universel parce qu'on est tous conscients que ça nous touche tous, les changements climatiques. On le voit avec la météo, on le voit avec le déni de certains politiciens. Je pense que c'est important qu'on soit des citoyens avertis. Puis ça, ben, c'est une façon de l'être davantage. Fait que je suis très fière de ce C'est projet-là. extrêmement cool que tu fasses ça. Oui, c'est le fun. Je suis vraiment Que tu heureuse. prennes, ben, tu sais, je veux pas dire que c'est un risque, là, mais ça revient un peu à ce que je te disais avant le podcast quand on jasait. T'as comme 1000 vies. Tu fais plein Ouais. de choses. En tout cas, good job, super. Merci. Donc Mais il y a ça s'en vient. L'écriture aussi. J'ai un livre qui devrait sortir cet automne, mais il n'est pas encore écrit au complet. Fait que je dirais que ça va être ça. Le 2 heures par jour, il est là pour ça. Puis je continue de faire des voix un petit peu là, en surimpression, en doublage, des livres audio. Mes livres audio vont sortir aussi. J'en ai 2 qui vont sortir cet hiver, ce printemps. Fait que je continue de travailler, mais j'espère des projets aussi en animation, en jeu. On lance ça dans l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer d'être occupée. Je pense que ça me... Occupée dans le bon sens, occupée de choses qui me nourrissent puis dont je suis fière puis dans lesquelles je suis heureuse de m'impliquer, mais d'avoir une vie active dans tous les sens du terme. Ça va me garder en forme puis ça va me garder heureuse. Ben, merci Valérie de ton temps avec nous Merci à aujourd'hui. vous. C'est super nice de te revoir. C'était vraiment le fun. J'étais contente Merci. aussi. Merci beaucoup. Merci.